Mes parents m'ont piégé pour un mariage forcé. Papa bloquait la porte. Face au contrat, j'ai souri, vous auriez dû lire ce que j'ai déposé hier. Ma mère a regardé son téléphone et a hurlé. Je m'appelle Chloé Mercier. J'ai 27 ans. Vendredi soir dernier, mes parents m'ont invité à dîner à la maison, puis ont verrouillé la porte, m'ont fait asseoir devant un contrat de mariage avec un homme que je n'avais jamais rencontré et m'ont dit, ça se passe ce soir. Il y avait un officier d'état civil dans un coin du salon. Mon père se tenait debout, bloquant la seule sortie. Ma mère me regardait comme on regarde un problème qu'on a déjà résolu. Calme, certaine, catégorique. Et vous savez quoi? Elle avait raison. Tout avait déjà été décidé, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Pas le dîner, mais l'appel téléphonique de tante Sylvie. Je devrais vous dire qui je suis avant tout cela. Ou qui j'étais, vraiment, car j'ai l'impression d'être deux personnes différentes maintenant. Je vis seul dans un appartement de 2 pièces à 20 minutes de Valmont, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaille comme assistante administrative dans une clinique vétérinaire. Je paie mon loyer à l'heure. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne rentre pas après 22 heures, sauf si je regarde une série en boucle sur mon canapé avec mon chat. Selon tous les critères qui comptent pour moi, ma vie est calme et agréable. Mais pour ma mère, Isabelle Mercier, calme et agréable sont synonymes d'échec. Elle m'appelle au moins 3 fois par semaine, non pas pour me demander comment je vais, mais pour vérifier. Où étais-je samedi? Avec qui étais-je? Pourquoi je ne fais pas d'effort pour rencontrer quelqu'un? Et toujours, tu as 27 ans et tu es toujours seule, Chloé. Tu sais ce que les gens disent à ce sujet? J'ai arrêté de répondre la plupart du temps. Ça n'a fait qu'empirer les choses. À la Toussaint dernière, j'ai fait les 45 minutes de route jusqu'à la maison parce qu'elle m'avait fait culpabiliser pendant 3 jours d'affilée. J'ai franchi la porte d'entrée et avant même que je puisse poser la tarte, elle s'est tournée vers la femme de mon oncle et a dit, « Voici Chloé, toujours célibataire, travaillant toujours dans cette petite clinique pour chiens. » Elle a ri en le disant, comme si c'était une blague que tout le monde comprenait. Mon père, Gérard, assis en bout de table, n'a rien dit. Il ne dit jamais rien. Il a juste hoché la tête, ce hochement lent et lourd, comme s'il était d'accord avec chaque mot mais ne prenait pas la peine de les prononcer lui-même. Et son silence a toujours été plus bruyant que la voix de ma mère. J'avais 24 ans la première fois que je l'ai pensé, peut-être qu'aimer ses parents ne signifie pas devoir survivre à tout ce qu'ils vous font subir. Cette année-là, j'ai commencé à tenir un carnet. Je ne savais pas encore pourquoi. Il y a 2 jeudis, j'étais à la clinique en train de réapprovisionner l'armoire à fourniture quand mon téléphone a vibré. Tante Sylvie. Elle n'appelle jamais pendant les heures de travail. Je suis sorti, je me suis appuyé contre le mur de briques près des poubelles et j'ai répondu. Chloé? Sa voix tremblait. Pas de façon théâtrale, mais comme quelqu'un qui essaie très fort de garder son calme. J'ai besoin que tu m'écoutes et que tu ne dises rien tant que je n'ai pas fini. Je n'ai rien dit. Ta mère m'a appelé cet après-midi. Elle était excitée, elle se vantait, vraiment. Elle a dit que demain soir, vendredi, ils organisent un dîner à la maison. Elle a dit qu'ils allaient régler la situation Chloé. Il y a un homme, il s'appelle Guillaume Delacroix. Il a 38 ans. Il y a un officier d'état civil qui vient, il y a un contrat. J'ai prononcé son nom 3 fois avant de la croire. Sylvie. 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 Qu'est-ce que tu veux dire par un contrat? Un contrat de mariage, ma chérie. Présigné par ta mère et ton père. Elle m'a dit que la famille de Guillaume possède des terres après la nationale 12 et que ton père leur doit de l'argent. Elle voulait que je vienne être témoin que ma nièce faisait enfin ce qu'il faut. Sylvie a marqué une pause. Je lui ai dit que j'étais occupé, mais je ne vais pas te laisser entrer dans cette maison à l'aveugle. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant un long moment. Après avoir raccroché, mes mains tremblaient sur le volant. Pas de peur, exactement, mais du sentiment que quelque chose se mettait en place. Toutes ces années d'appels téléphoniques, de culpabilité et de silence prenaient soudainement une forme que je pouvais voir. Sylvie a dit une dernière chose avant de raccrocher. Calme, stable, comme si elle l'avait gardé pour la fin. Tu ne leur dois pas ta vie, Chloé. J'avais 24 heures, et cette fois, je n'allais pas être sage. Sur le trajet du retour ce soir-là,
j'ai imaginé tous les scénarios possibles. Si je ne viens pas, maman appelle tous les parents dans un rayon de 80 km et leur dit que j'ai abandonné la famille. Elle raconte aux femmes de son club de marche que je suis instable. Elle remodèle l'histoire jusqu'à ce que je sois la méchante. Et à Valmont, une fois que vous êtes le méchant, vous le restez. Une petite ville a une mémoire longue et une capacité d'attention courte pour le contexte. Si je viens et que je refuse, papa bloque la porte. Et je le sais parce qu'il l'a déjà fait, pas pour un mariage, mais il y a 3 ans quand j'ai fait un sac et leur ai dit que je déménageais. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, et a dit 5 mots, tu sors, ne reviens pas. Je suis sorti quand même, mais ce soir-là, il n'y avait pas d'officier, pas d'étranger en costume, pas de contrat à mon nom. Si je viens et que je dis oui, je perds tout ce que j'ai construit. L'appartement, le travail, les 3 années à apprendre à quoi ressemble le silence quand il est choisi, et non imposé. Je me suis garé sur ma place et je suis resté assise dans le noir pendant un moment. Le moteur tic-taquait. La télé d'un voisin clignotait en bleu à travers sa fenêtre. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Le carnet. 3 ans d'entrée, de date, d'heure, de mots exacts, chaque appel où maman me disait que je faisais honte à la famille. Chaque SMS de papa qui n'était qu'un point. Sa façon de dire que je l'avais déçu sans l'écrire. Des captures d'écran de messages vocaux. Je l'avais gardé parce que je pensais que je devenais folle. J'avais besoin de preuves pour moi-même que ce que je ressentais était réel. Je ne le savais pas encore, mais ce carnet allait devenir tout autre chose. J'ai sorti le carnet du tiroir de ma table de chevet. Couverture bleu marine, coin corné. 3 ans de la voix de ma mère pressée à plat entre les pages comme des fleurs séchées, sauf que rien n'était beau à leur sujet. J'ai feuilleté plus de 200 entrées. 14 octobre, il y a 2 ans, maman a appelé à 23 h et a dit que si je ne rentrais pas pour Noël, elle dirait à grand-mère que je vis avec un homme. Je vis seul. 3 mars de l'année dernière, papa a envoyé un SMS, ta mère a pleuré toute la nuit. Pas de contexte. J'ai rappelé. Il a raccroché après 10 secondes. 19 juillet, maman a dit à tante Patricia que je m'étais fait virer de la clinique. Ce n'est pas vrai. Elle ne considère juste pas ça comme un vrai travail. Entrée après entrée après entrée. Date, citation directe, capture d'écran scotché sur les pages. Je ne savais pas ce que j'avais construit, je savais juste que j'avais besoin de le voir en dehors de ma propre tête. J'ai appelé Manon Torres à 23 h ce soir-là. Manon et moi étions au lycée ensemble. Elle est juriste maintenant au tribunal judiciaire. Elle a décroché à la 2e sonnerie, ce qui vous dit tout sur le genre d'amie qu'elle est. Je lui ai tout raconté, l'appel de Sylvie, le dîner, le contrat, Guillaume Delacroix, l'officier d'état civil. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose qui a changé les 24 heures suivantes de ma vie. Chloé, écoute-moi. Ce n'est pas un drame familial. C'est de l'emprise et du contrôle coercitif. Et la loi française a des procédures pour ça. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que j'avais peur. Parce que pour la première fois en 3 ans, je ne faisais pas que documenter ce qui m'arrivait. Je décidais de ce que j'allais faire à ce sujet. Vendredi matin, j'ai appelé le docteur Martin à la clinique et je lui ai dit que j'avais besoin d'une journée pour raisons personnelles. Elle n'a pas posé de questions. Elle ne le fait jamais. C'est pour ça que je suis resté 3 ans. À 8h30, j'étais dans ma voiture, conduisant 30 minutes jusqu'au tribunal. Manon m'a retrouvé dans le hall. Elle avait déjà sorti les formulaires. J'ai tout préparé hier soir, dit-elle en me tendant un porte-bloc. Demande d'ordonnance de protection. Tu remplis le récit. Je vais t'aider. Je me suis assise à une table en métal dans le couloir du tribunal et j'ai écrit. Pas tout le carnet, juste le schéma. 3 ans d'appel, l'isolement, la culpabilité, la fois où papa a physiquement bloqué la porte, et ce que Sylvie m'avait dit être prévu pour ce soir. J'ai joint les photocopies de 42 pages du carnet et 14 captures d'écran. À 10h15, un juge aux affaires familiales de permanence a examiné la demande. À 11h, elle l'a signé. Je tenais le papier entre mes mains et j'ai lu les mots 2 fois. Mon nom, les noms de mes parents, 150 mètres, effet immédiat. Ensuite, Manon m'a tendu un 2e formulaire.
Une plainte formelle pour violence psychologique et harcèlement. Cela documente le schéma. Contrôle coercitif sur une longue période. Ça déclenche une enquête formelle. Je l'ai signée. Elle l'a déposée électroniquement pendant que j'étais assise dans la voiture. Puis elle a passé un dernier appel au commissariat. Elle leur a donné l'adresse rue des Chênes, la maison de mes parents, et a expliqué que je serais là ce soir, qu'une ordonnance de protection était en vigueur et que je pourrais avoir besoin d'assistance. À 18h45 ce soir-là, je me suis garé le long du trottoir devant la maison de mes parents. La lumière du Porsche était allumée, la voiture de maman dans l'allée. Un pick-up noir que je ne reconnaissais pas était garé derrière. J'ai activé l'enregistreur vocal de mon téléphone, je l'ai glissé dans mon sac à main et j'ai pris une inspiration. Je n'avais pas peur d'entrer dans cette maison. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur du tout. La porte d'entrée était déverrouillée. Ça aurait dû être mon premier indice. Maman ne laisse jamais la porte déverrouillée. Je suis entré et le salon m'a glacé sur place. Une nappe blanche sur la table de la salle à manger. Des fleurs fraîches dans un vase que je n'avais jamais vu auparavant. Mais des bougies, de vraies bougies, allumées le long de la cheminée. La pièce sentait le gardénia et la cire à meubles. L'odeur que maman crée seulement quand elle veut impressionner quelqu'un. Ce n'était pas un dîner de famille. Un homme s'est levé du canapé, grand, veste de sport sombre sur une chemise repassée, rasé de près, environ 38 ans. Il m'a regardé et a fait un simple signe de tête, lent, mesuré, comme si nous nous étions déjà mis d'accord sur quelque chose. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Dans le coin près de la bibliothèque, était assis un deuxième homme, plus âgé, peut-être début de la soixantaine, tenant un dossier en cuir sur ses genoux. Il portait un costume gris qui ne lui allait pas tout à fait. Il m'a souri comme les gens sourient aux mariées nerveuses. Tante Sylvie avait décrit chaque détail. L'homme sur le canapé, l'officier dans le coin, même où il serait assis. Ma mère est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon, rayonnante. La voilà. Entre, ma chérie. Tout le monde t'attendait. Elle a dit ça comme si c'était une fête d'anniversaire. Comme si j'étais en retard et que tout le monde avait été si patient. J'ai regardé le canapé, l'officier, la nappe blanche, les bougies et les fleurs. J'ai regardé la chaise vide qu'ils avaient installée pour moi, directement en face de l'homme que je n'avais jamais rencontré, avec un stylo placé soigneusement à côté de l'assiette. Pas de dîner, pas de nourriture du tout, juste une mise en scène. Et puis j'ai entendu le verrou cliquer derrière moi. Je me suis retourné. Papa se tenait devant la porte d'entrée, les bras croisés, le dos contre le cadre. Il n'a pas dit un mot, et il n'en avait pas besoin. Avant que je puisse m'asseoir, maman a fait glisser une pile de papier sur la table vers moi. 6 pages agrafées dans le coin, encre bleue. J'ai baissé les yeux. L'en-tête indiquait contrat de mariage et convention d'union. La page 3 comportait 2 signatures en bas. Gérard T. Mercier, Isabelle Monsieur Mercier, sous une ligne qui disait le consentement parental et endossement. Mon nom était déjà dactylographié dans chaque espace vide. Chloé Marie Mercier, imprimé proprement comme une lettre type. Comme si j'étais une case que quelqu'un avait cochée. Qu'est-ce que c'est? Maman a croisé les mains sur la table. Ton avenir. Qui a signé cette section? Ton père et moi. Parce que tu ne le feras pas toi-même. Je n'ai jamais rencontré cette personne. Tu le rencontres en ce moment même. Assieds-toi. L'homme sur le canapé s'est avancé. Il a tendu la main. Je ne l'ai pas prise. Je suis Guillaume Delacroix, a-t-il dit. Sa voix était plate. Pas nerveuse, pas chaleureuse, transactionnelle, comme s'il concluait l'achat d'un bien immobilier. Je pense que vous trouverez les conditions très raisonnables. J'ai regardé l'officier dans le coin. Il a déplacé le dossier en cuir sur ses genoux. Il regardait partout sauf moi. J'ai reporté mon regard sur le contrat. Quelque chose dans le langage a attiré mon attention. Une clause que j'ai failli survoler, mais je l'ai retenue. Je n'ai pas réagi. Pas encore. La famille de Guillaume a été très patiente, a dit maman en touchant mon bras. Très généreuse. Guillaume a regardé sa montre. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que je n'avais pas complètement saisi jusqu'à ce moment. Il n'était pas là parce qu'il voulait une femme.
Il était là parce qu'il recouvrait une dette et j'étais le paiement. J'ai regardé le stylo à côté de mon assiette. J'ai regardé la ligne de signature vide avec mon nom tapé en dessous. Je ne l'ai pas ramassé. J'ai posé le contrat. Je me suis levé. Les pieds de la chaise ont grincé sur le sol. Je ne signe pas ça. Le sourire de maman n'a pas bougé. Tu n'as pas fini de le lire. Je n'ai pas besoin de finir de le lire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je me suis tourné vers la porte d'entrée. 2 pas. 3. Papa était déjà là. Même posture qu'il y a 3 ans. Dos à plat contre la porte. Bras croisés sur la poitrine. Menton baissé. Un mur fait de flanelle et de silence. Je me suis arrêté à 50 centimètres de lui. Assez près pour sentir l'huile de moteur qui ne part jamais tout à fait de ses mains. Pousse-toi, papa. Rien. Papa, pousse-toi. Ses yeux ont glissé par-dessus mon épaule vers maman, puis sont revenus vers moi. Il n'a pas décroisé les bras, n'a pas déplacé son poids, il est juste resté là, solide, comme il s'est tenu dans chaque encadrement de porte de chaque décision que j'ai jamais essayé de prendre. Derrière moi, la voix de maman. Tu vois, tu ne vas nulle part ce soir, Chloé. J'ai senti la pièce se resserrer. L'officier a toussé doucement. Guillaume s'est rassis sur le canapé, croisant une jambe sur l'autre comme s'il avait tout le temps du monde. Il y a 3 ans, cette scène exacte m'aurait fait pleurer. Papa dans l'encadrement de la porte, maman narrant mon échec par derrière. Moi coincé au milieu avec nulle part où aller. J'avais pleuré et je l'avais bousculé et j'étais parti. Et je n'étais pas revenu pendant 8 mois. Mais ce soir, il y avait un contrat sur la table, un officier avec un dossier, un étranger qui avait conduit jusqu'ici pour épouser une femme à qui il n'avait jamais parlé. Ce soir était différent. J'ai inspiré, je me suis retourné à la table et je me suis assise. Pas parce que j'avais abandonné. Les yeux de maman se sont illuminés quand elle m'a vu m'asseoir. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle n'avait pas gagné. Maman s'est assise en face de moi et a tendu les mains vers les miennes. Je l'ai laissé les prendre. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas me retirer. Chloé. Sa voix s'est adoucie. Le même ton qu'elle utilisait quand j'avais 12 ans et que je n'avais pas été prise dans l'équipe de volley. Le même ton qu'elle utilisait quand elle m'a dit qu'il fallait piquer mon chien. La voix de la sympathie. Larme qu'elle a aiguisée pendant 27 ans. Une larme a glissé sur sa joue. Juste au bon moment. J'ai regardé l'officier bouger sur sa chaise. Il avait l'air mal à l'aise. Bien. Il devrait l'être. Guillaume n'a pas regardé les larmes. Il a regardé sa montre à nouveau. Les larmes n'étaient pas pour lui. Elles n'étaient pas vraiment pour moi non plus. Elles étaient pour l'officier. Une performance pour le garder sur son siège. Maman, ai-je dit. Ne me fais pas le coup de la maman. Pas ce soir. Ce soir, tu vas faire ce qu'il faut pour une fois. J'ai regardé le contrat, le stylo, les bougies vacillant sur la cheminée. Puis j'ai regardé ma mère, vraiment regardé, et j'ai reconnu le schéma, les larmes, puis la culpabilité, puis l'ordre. Elle l'avait fait quand je voulais aller à l'université dans une autre région. Quand je voulais déménager, quand je voulais arrêter d'appeler tous les jours. Pleurs, blâme, contrôle. Pleurs, blâme, contrôle. Il y a 3 ans, cette pièce m'aurait brisé. Ce soir, cela ne faisait que confirmer chaque entrée de ce carnet. J'ai pris le contrat. Maman a arrêté de pleurer. Ses yeux sont devenus brillants d'anticipation. Mais je n'ai pas pris le stylo. Assise à cette table, je ne cessais de me demander, pourquoi ma mère a-t-elle pensé que cela fonctionnerait? Croyait-elle honnêtement que je signerais un contrat de mariage avec un étranger juste parce qu'elle pleurait? Ou le savait-elle et s'en fichait-elle simplement? Et j'y pense encore. Qu'est-ce qui fait qu'un parent franchit cette ligne, passant de vouloir le meilleur pour son enfant à décider qu'il possède l'avenir de son enfant? Qu'en pensez-vous? Pourquoi certains parents vont-ils si loin pour contrôler un enfant adulte? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai tenu le contrat à 2 mains. 6 pages. Toute ma vie réduite à de l'encre bleue et des lignes de signature vides. Puis je me suis tourné, pas vers ma mère, pas vers Guillaume, mais vers l'homme dans le coin. Excusez-moi.
Ma voix était stable. J'en étais surprise. Monsieur, puis-je vous demander quelque chose? L'officier s'est redressé. Bien sûr. Quand avez-vous été contacté au sujet de cette cérémonie, et par qui? Elle a cligné des yeux. Madame Mercier m'a contacté la semaine dernière, a-t-il dit. Elle a dit que les deux parties avaient consenti. Une pause. Il a jeté un coup d'œil à ma mère. C'est exact. Ce soir est la première fois que j'entends parler de ce mariage. C'est la première fois que je rencontre Monsieur Delacroix, et c'est la première fois que je vois ce contrat. Je l'ai tenu en l'air pour qu'il puisse voir. Monsieur, mon nom a été rempli à mon insu. La pièce est devenue silencieuse, pas le genre confortable, le genre où chacun calcule son prochain mouvement. L'officier, j'apprendrai plus tard qu'il s'appelait Jacques Moreau, 62 ans, un adjoint faisant des cérémonies arrangées, a regardé ma mère. Son expression avait changé. Le sourire poli avait disparu. Madame Mercier, vous m'avez dit que les deux parties. Elle est nerveuse, a dit maman rapidement. Le trac d'avant-mariage. Vous savez comment sont les jeunes femmes. Je ne suis pas nerveuse, ai-je dit. Je vous dis les faits. Moreau a regardé le contrat dans mes mains, puis la porte où mon père se tenait, puis est revenu vers moi. Je me suis penché légèrement en avant, juste assez. Vous comprenez qu'en vertu de la loi française, une cérémonie de mariage menée sans le consentement libre et éclairé des deux parties adultes est nulle, et l'officier qui la célèbre peut faire face à des poursuites pénales pour complicité de mariage forcé. J'ai regardé la couleur quitter son visage, nuance par nuance. Maman a ri. Chloé, arrête avec ton drame, mais Moreau ne riait pas. Et il n'était plus assis confortablement. Quelque chose a changé dans la pièce. Je pouvais le sentir comme un courant changeant de direction. Moreau a fait mine de se lever. La main de maman a jailli. Asseyez-vous. Sa voix a laissé tomber la douceur comme un masque frappant le sol. Elle s'est tournée vers moi et pour la première fois ce soir, j'ai vu la vraie Isabelle Mercier. Pas la mère en pleurs, pas l'hôtesse gracieuse. La contrôleuse. Chloé Marie Mercier, je ne te demande pas ton avis et je te dis ce qui va se passer. De la porte, papa a parlé pour la première fois. 3 mots lourds comme du béton. Écoute ta mère. Maman s'est tournée vers Moreau. Vous faites votre travail. Je vous ai déjà payé. Moreau est resté figé, à moitié debout, la main sur la coudoir. Guillaume a bougé. Le vernis raisonnable s'est fissuré juste assez pour que je voie l'impatience en dessous. Je n'ai pas conduit 40 minutes pour un débat. On le fait ou pas? J'ai regardé directement vers lui. Vous me le demandez à moi ou à eux? Parce que de là où je suis assise, vous négociez avec mes parents, pas avec moi. La bouche de Guillaume s'est ouverte, fermée. Il a regardé Gérard. J'ai senti mon sac à main contre ma hanche. À l'intérieur, plié dans une enveloppe, se trouvait quelque chose dont aucun d'eux ne savait rien. Ma main a dérivé vers la sangle brièvement, mais je l'ai retirée. Pas encore. J'ai vérifié l'heure. L'horloge du micro-ondes dans la cuisine indiquait 19h32. Maman s'est rapprochée, baissant la voix comme si elle partageait un secret, mais ses yeux étaient durs. 3 ans que tu vis seul, et qu'est-ce que tu as à montrer pour ça? Un appartement bon marché et les chiens de quelqu'un d'autre. Elle a dit ça comme un fait, comme si elle avait mesuré ma vie et l'avait trouvée insuffisante. J'ai soutenu son regard et derrière ce regard, derrière tout, j'ai commencé à compter les minutes. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main une fois, puis une deuxième fois. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Je savais qui c'était. Manon avait dit qu'elle enverrait un SMS quand le commissariat confirmerait. Maman parlait encore. Quelque chose à propos de la famille de Guillaume, de leur propriété, de leur statut. J'entendais un mot sur 3. Le reste était statique. Et sa mère, paix à son âme, t'aurait adoré. Chloé. La voix de maman s'est aiguisée. Tu écoutes? Chaque mot. Elle s'est penchée par-dessus la table. Son parfum, cette vanille lourde qu'elle porte depuis que je suis enfant, a rempli l'espace entre nous. Tu as 2 choix. Tu signes ce contrat ou tu ne m'appelles plus jamais maman. Je l'ai entendu. Je l'ai vraiment entendu. Et quelque chose d'étrange s'est produit.
Je me suis sentie plus légère, comme si elle venait de déverrouiller une porte qu'elle voulait sceller. Elle m'avait donné la permission de partir. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Papa à la porte, bras toujours croisés. Maman, le visage rouge, la mâchoire serrée. Guillaume sur le canapé. Patient de la manière dont les gens sont patients quand ils achètent quelque chose qu'ils croient déjà être à eux. Moreau dans le coin, ayant l'air de souhaiter être n'importe où ailleurs sur Terre, même sous la table. J'ai glissé mon téléphone juste assez pour voir l'écran. Le message de Manon, confirmé avec le commissariat. Envoie le mot quand tu veux. J'ai tapé un mot avec mon pouce, sans regarder en bas. Mémoire musculaire. Je l'avais pratiqué dans la voiture. Maintenant, j'ai remis le téléphone dans mon sac, j'ai levé les yeux et j'ai souri. Pas le petit sourire apaisant que j'avais été entraîné à donner. Pas le sourire nerveux qui dit « s'il te plaît, ne sois pas fâché ». Un vrai, calme, clair. Le sourire de quelqu'un qui sait exactement ce qui va se passer. Maman l'a remarqué, ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce qui est drôle? Rien n'est drôle, maman. Absolument rien. J'ai repris le contrat, lentement, page par page. Puisque nous sommes tous ici, ai-je dit. Laissez-moi partager ce que j'ai trouvé. Maman s'est redressée. Elle pensait que je cédais. J'ai tourné à la page 2, section 3, actif de la mariée. Quelqu'un avait listé le solde de mon compte d'épargne, 7412 €. J'ai levé les yeux. Je n'ai jamais partagé ce chiffre avec personne dans cette pièce. Silence. Page 4. Section 7. Résidence conjugale. La propriété de la Croix sur la Nationale 12. Pas d'alternative listée. Pas d'option pour un logement indépendant. Guillaume a décroisé les jambes. Page 5. Section 9. Je l'ai lu lentement, m'assurant que chaque mot portait. La mariée accepte de renoncer à tout emploi indépendant dans les 60 jours suivant la date du mariage. J'ai posé la page. Vous voulez que je démissionne? Le visage de maman était un masque. La famille de Guillaume n'a pas besoin que tu travailles. Il ne s'agit pas de ce dont la famille de Guillaume a besoin, il s'agit de me priver de mes revenus pour que je ne puisse pas partir. J'ai regardé Moreau. Son dossier en cuir était fermé maintenant. Ses mains étaient croisées dessus. Il me regardait comme on regarde un accident de voiture. Incapable de détourner le regard. Je me suis tourné vers Guillaume. Avez-vous écrit cela ou est-ce ma mère? La mâchoire de Guillaume s'est serrée. Les termes sont standards. Standard pourquoi exactement? Pas de réponse. Je me suis tourné vers ma mère. Tu as listé mon solde bancaire. Tu as négocié ma résidence. Mais tu as écrit une clause qui élimine ma capacité à gagner de l'argent. Et tu l'as signée avant même que je sache qu'elle existait. J'ai posé le contrat sur la table, bien au centre, comme une pièce à conviction. Ce n'est pas un mariage, maman. C'est une vente. Le mot est resté en suspension dans l'air entre nous comme une allumette allumée. Je me suis tourné vers mon père. Il n'avait pas bougé de la porte. N'avait pas prononcé plus de 2 mots de toute la soirée. Papa, combien dois-tu au Delacroix? Son menton s'est levé légèrement. Ça ne te regarde pas. Ça me regarde directement parce que je suis le moyen par lequel tu prévois de rembourser. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Même les bougies semblaient s'arrêter de vaciller. Guillaume a regardé Gérard. Gérard a regardé le sol. La main de maman a claqué sur la table. N'ose pas accuser ton père. 40 000 €. Je l'ai dit d'un ton égal. Tante Sylvie m'a dit. Un prêt foncier qui a mal tourné, dû au printemps dernier. Et au lieu de vendre quelque chose ou de négocier un plan de paiement, vous avez décidé de me vendre. Les bras de Gérard sont tombés le long de son corps. Première fois de la soirée. Le calme de Guillaume s'est finalement brisé. Il s'est levé du canapé. Je ne pense pas que ce soit une caractérisation exacte. Alors corrigez-moi. Il ne l'a pas fait. Moreau s'est levé de sa chaise, les 2 mains agrippant le dossier. Je pense que je dois réévaluer la situation ici. Asseyez-vous. La voix de maman s'est brisée, haute et aiguë, le genre de son qui traverse les murs.
Je vous ai payé. Vous allez. Madame. Moreau a levé une main. S'il ne s'agit pas d'une union volontaire, je ne peux pas continuer. Je ne continuerai pas. Il s'est dirigé vers la porte, mais Gérard se tenait toujours là, ne la bloquant plus avec détermination, mais la bloquant par habitude, par sa taille, par la pure inertie d'un homme qui ne sait pas comment s'écarter. Personne ne part pour l'instant, a dit Gérard. Pas fort, presque fatigué. Moreau s'est arrêté, a regardé la porte, a regardé Gérard, m'a regardé, et j'ai vu s'inscrire sur son visage la réalisation que lui aussi était maintenant piégé. Sylvie, a sifflé maman dans sa barbe. Je vais m'occuper d'elle. Moreau a fait un pas de plus vers la porte. Monsieur Mercier, je dois partir. Quand c'est fini, c'est fini. Je ne célèbre pas cette cérémonie. Gérard n'a pas bougé. Il remplissait cet encadrement de porte comme il l'a toujours fait, non pas avec rage, mais avec masse. Un homme qui croit que rester immobile est la même chose qu'avoir raison. J'ai regardé la scène de l'extérieur de moi-même un instant. 4 adultes et un homme bloquant une porte. Dans une maison d'une rue calme un vendredi soir. Si vous passiez en voiture, vous verriez la lumière du porche. Peut-être n'entendriez-vous rien. C'est comme ça que ça marche à Valmont. Tout ce qui est laid se passe derrière des rideaux tirés. Maman a pivoté. Sa voix a changé à nouveau. Douce, blessée. La piste de la victime. Chloé, regarde ce que tu fais. Tu nous humilies devant Monsieur Moreau. Devant Guillaume. Est-ce que c'est qui tu es? J'ai failli rire. Elle s'inquiétait de l'embarras au milieu d'un guet-apens. Une voiture s'est garée dans l'allée d'à côté. Les phares ont balayé les rideaux du salon. La tête de maman a claqué vers la fenêtre. Ferme les stores, Gérard. Il a traversé la pièce et a tiré le cordon. Les stores se sont fermés avec fracas. Puis il est retourné à la porte. J'ai vérifié l'horloge du micro-ondes à nouveau. 19h48. Papa, ai-je dit, tu empêches physiquement 4 personnes de quitter cette maison. Tu sais comment ça s'appelle? Il n'a pas répondu. Ça s'appelle de la séquestration. En France, c'est un délit grave, voire un crime selon la durée. Les mains de papa pendant le long de ses flancs se sont maintenant fermées en poing. Pas pour frapper qui que ce soit. Je connais mon père. C'était la seule façon qu'il connaissait pour se contenir. Quelque part dehors, très faible, j'ai cru entendre une sirène, mais je n'étais pas encore sûr. J'ai posé le contrat sur la table, je l'ai centré proprement entre les fleurs et le couvert non allumé. Puis je me suis levé lentement. La chaise a fait à peine un bruit, et j'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père. J'ai regardé Guillaume Delacroix, qui avait conduit 40 minutes pour acheter une femme avec la dette de quelqu'un d'autre. Et j'ai souri. Pas un sourire narquois. Le genre de sourire qui vient quand chaque pièce se met enfin en place et que vous voyez tout l'échiquier. Maman, papa. M. A voix était si stable qu'elle ne semblait pas être la mienne. Vous auriez vraiment dû lire ce que j'ai déposé hier. 3 secondes de silence. Les 3 secondes les plus longues que ce salon ait jamais contenues. Qu'est-ce que tu as déposé? La voix de maman était mince. J'ai ouvert mon sac, sorti 2 enveloppes, couleur crème, impeccables. J'ai placé la première sur la table. Ceci est une ordonnance de protection d'urgence signée ce matin par un juge au tribunal. Elle vous interdit à tous les deux de me contacter ou de vous approcher à moins de 150 mètres de moi. Avec effet immédiat. J'ai placé la deuxième enveloppe à côté. Et ceci est une plainte formelle déposée auprès du procureur documentant un schéma de plusieurs années de violence psychologique, d'emprise et d'isolement. Je les ai posés juste à côté du contrat de mariage. 3 documents sur une nappe blanche. 2 des leurs, 2 des miens. La pièce ne respirait plus. Puis le téléphone de maman a vibré sur le comptoir de la cuisine. Une notification. Puis le téléphone de papa dans sa poche arrière a vibré contre le cadre de la porte. Et de dehors, non plus faible, non plus peut-être, est venu le son d'une sirène. Se rapprochant, puis s'arrêtant. Juste devant la maison. Maman a commencé à crier. Elle a saisi son téléphone sur le comptoir. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a dû essayer son code 2 fois.
J'ai regardé son visage alors qu'elle lisait la notification du système judiciaire ou le message automatique lié à la plainte. Son nom, mon nom, les termes. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée, puis ouverte à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Papa a sorti son téléphone de sa poche arrière. Même notification. Il l'a lu comme il lit tout, lentement, les lèvres bougeant légèrement. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant sur le visage de Gérard Mercier. La peur. Guillaume Delacroix était déjà sur ses pieds. Je n'ai rien signé. Je ne fais pas partie d'eux. Je dois partir. Pour la première fois de la soirée, la voix plate et transactionnelle avait une fissure. Il ne s'inquiétait plus du mariage. Il s'inquiétait pour lui-même. Moreau a vu son ouverture. Au moment où Gérard s'est éloigné de la porte pour vérifier son téléphone, Moreau a bougé rapidement pour un homme de 62 ans, et il a ouvert la porte d'entrée et l'a franchie avant que quiconque ne puisse réagir. Des lumières bleues ont pulsé à travers l'ouverture de la porte, balayant la nappe blanche. Les fleurs, le contrat, le visage de ma mère, une voiture de police garée le long du trottoir, moteur tournant. Je pouvais entendre la voix de Moreau dehors, parlant rapidement à quelqu'un, puis des pas sur le porche. Maman m'a regardé. Pas avec colère. Pas encore. Ça viendrait plus tard. En ce moment, c'était pire. L'incrédulité. L'expression de quelqu'un dont le scénario a été renversé, qui a écrit chaque ligne de la pièce et ne reconnaît soudainement plus la scène. Chloé. Sa voix s'est brisée au milieu. Tu as appelé la police pour tes propres parents? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le coup à la porte a répondu pour moi. L'officier à la porte était une femme. Fin de la trentaine, cheveux bruns tirés en arrière, yeux calmes qui ont analysé la pièce en environ 2 secondes chrono. Bonsoir. Je suis le brigadier-chef Hollande de la police nationale. Nous avons reçu notification qu'une ordonnance de protection est active à cette adresse. Elle n'était pas bruyante. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis avancé. Je suis Chloé Mercier. Je suis la requérante de l'ordonnance de protection. J'ai été invité ici sous de faux prétextes et j'ai été physiquement empêché de partir. Hollande a regardé derrière moi. La nappe, les bougies, le contrat de mariage, les 2 enveloppes. Ses yeux se sont posés sur Gérard, debout à 1 mètre de la porte ouverte, les bras le long du corps. Monsieur, avez-vous empêché quelqu'un de quitter cette résidence ce soir? C'est ma maison, a dit Gérard. Ce n'est pas la question que j'ai posée. La voix de Moreau est venue du porche derrière elle. Rapide, urgente. Officier, j'ai aussi été empêché de partir. Je suis officier d'état civil. J'ai été amené ici sous la représentation que les 2 parties consentaient. Ce n'est clairement pas le cas. Hollande a hoché la tête une fois. Elle est entrée alors qu'un 2e policier apparaissait derrière elle, plus jeune, restant près de la porte. Monsieur et Madame Mercier, je vais avoir besoin de parler avec chacun de vous séparément. Monsieur, si vous pouviez sortir avec mon collègue. Gérard a regardé la policière, puis maman, puis pendant un long moment, moi. Il est sorti par la porte d'entrée sans un mot. Ses pas sur le porche étaient lourds, lents. C'était la première fois de ma vie que je regardais mon père quitter un encadrement de porte parce que quelqu'un d'autre le lui avait ordonné. Hollande s'est tourné vers moi et sa voix a baissé, pas jusqu'au chuchotement, mais vers quelque chose de plus doux. Une chaleur professionnelle. Vous êtes en sécurité maintenant. Avez-vous besoin d'autre chose? J'ai secoué la tête. Juste ça. Juste être cru. À Valmont, une voiture de police dans votre rue est un événement. Une voiture de police dans votre allée avec le gyrophare allumé est la une du journal. Madame Patin, la voisine d'à côté, était déjà sur son porche. Bras croisés sur sa robe de chambre, téléphone en main, ne faisant même pas semblant de ne pas regarder. De l'autre côté de la rue, la lumière de devant des Delgado s'est allumée. J'ai vu un rideau bouger chez les Riley au coin. Maman l'a vu aussi. Elle se tenait à la fenêtre du salon, les stores encore à moitié ouverts depuis que Moreau avait poussé la porte. Les lumières bleues peignaient son visage en couleurs alternées. Sa mâchoire était serrée si fort que je pouvais voir les muscles de son cou. Tu es contente maintenant? Elle s'est tournée vers moi, voix basse et venimeuse.
Tu as détruit cette famille. Toute la rue regarde. Je n'ai rien détruit, maman. J'ai juste laissé les gens voir ce que vous faites. Elle a tressailli. Un vrai tressaillement. Comme si les mots avaient du poids. Dehors, le deuxième officier parlait à Guillaume, qui avait essayé de s'éclipser par la porte arrière. Je l'ai vu à travers la fenêtre de la cuisine, debout près de son pick-up, les bras écartés dans un geste de « ne me regardez pas ». J'étais juste ici en tant qu'invité, l'ai-je entendu dire. Monsieur Mercier m'a contacté, et je suis venu par courtoisie. Déjà en train de jeter Gérard sous le bus. 40 minutes de partenariat dissous en 30 secondes d'autopréservation. Hollande prenait des notes à la table de la salle à manger. Elle avait placé le contrat de mariage dans un sac à preuve. Il reposait sur la nappe blanche comme un patient sur un brancard. Maman a chuchoté depuis la fenêtre. Pas à moi. Pas à personne vraiment. Tout le monde saura. Toute la ville. Oui, ils sauront. Et pour la première fois de ta vie, tu ne pourras pas contrôler l'histoire. Moreau a fait sa déposition sur le porche sous la lueur jaune de la lumière que ma mère garde toujours allumée pour paraître accueillante. Il a tendu son téléphone à Hollande montrant la chaîne de mai d'Isabelle. Date, heure, confirmation de paiement. Elle lui avait envoyé 250 € via une application mobile. Objet, cérémonie vendredi, Mercier de la Croix. Elle m'a dit que les deux parties étaient impatientes, a dit Moreau. Sa voix était instable. Elle a dit que sa fille était timide mais heureuse, que c'était une fête de famille. Hollande a tout documenté. Horodatage des emails. Le contrat de mariage maintenant scellé dans du plastique. La description physique de la soirée par Moreau, qui était assis où, ce qui a été dit. Le moment où il a essayé de partir et a été arrêté. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Mercier, j'ai le numéro de l'ordonnance de protection dans le dossier, vos parents seront formellement notifiés que le contact avec vous est interdit selon les termes de l'ordonnance. Je lui ai tendu une copie imprimée de l'ordonnance de mon sac, puis le numéro de dossier de la plainte écrit sur un post-it. Puis je lui ai parlé de l'enregistrement vocal sur mon téléphone. J'enregistre depuis que je suis entré. Hollande a marqué une pause, m'a regardé, pas surprise exactement, plutôt comme si elle recalibrait. C'est admissible. Je note cela au dossier. J'ai hoché la tête. Depuis l'allée, le deuxième officier prenait des notes sur Gérard. Séquestration notée sur le champ. Pas une arrestation, pas ce soir, mais un dossier formel, une trace papier. Moreau s'est tourné vers moi avant de partir. Ses yeux étaient rouges. Mademoiselle Mercier, je ne savais pas. Je suis vraiment désolé. Je vous crois, ai-je dit. Il a marché jusqu'à sa voiture, a démarré le moteur, et parti lentement, comme s'il essayait de ne pas faire plus de bruit dans une nuit qui avait déjà été trop bruyante. Et je suis resté sur le porche et j'ai regardé ses feux arrière disparaître. Hollande a dit à Gérard qu'il serait cité pour séquestration, un délit. Pas de prison, pas ce soir, mais un casier, un document formel avec son nom et la date et une description de ce qu'il a fait. J'ai regardé mon père entendre ces mots. Il n'a pas discuté, n'a pas élevé la voix. Il est juste resté là sur la pelouse devant le noyer qu'il a planté l'année de ma naissance et quelque chose dans sa posture a changé. Les larges épaules qui avaient rempli chaque porte de mon enfance semblaient se rétrécir. Les bras qui avaient été croisés comme une armure toute la nuit pendaient, lâches, sans but. Il m'a regardé à travers la porte d'entrée ouverte, pas en colère, pas suppliant, quelque chose que je n'avais jamais vu de lui auparavant, confus, comme s'il regardait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas détourné les yeux, ne lui ai pas donné le petit hochement de tête d'excuse qu'il avait été entraîné à attendre de moi pendant 27 ans. Puis je me suis retourné vers l'intérieur. Maman était assise à la table de la salle à manger sur la chaise qui m'avait été assignée pour la cérémonie. Les bougies s'étaient consumées, la cire avait coulé sur la nappe. Elle fixait les deux enveloppes que j'avais placées là, l'ordonnance de protection, la plainte, comme si elles étaient quelque chose de vivant. Ce n'est pas fini, Chloé. Je prendrai un avocat. Je vais. Le brigadier Hollande est rentré. Madame, je vous recommande vivement de prendre un avocat. Maman a regardé Hollande, puis moi, puis la chaise vide où Guillaume avait été assis.
Les services sociaux et le procureur vous contacteront sous 5 jours ouvrables, a ajouté Hollande en écrivant quelque chose sur son carnet. L'enquête est déjà ouverte. Maman a ouvert la bouche, l'a fermée. Pour la première fois de ma vie, Isabelle Mercier n'avait pas de réplique préparée. Le silence était le son le plus fort que j'ai jamais entendu dans cette maison. Guillaume Delacroix a été relâché après avoir fait sa déposition. Hollande lui a dit la même chose qu'elle avait dite à mes parents. Il pourrait recevoir une convocation si l'enquête se poursuivait. Il n'a pas répondu, n'a regardé personne, est juste monté dans son pick-up noir, a démarré le moteur, a passé la marche arrière et a reculé dans l'allée avec la précision d'un homme qui voulait effacer chaque seconde passée rue des Chênes. Je suis resté sur le porche et j'ai regardé les feux arrière rétrécir sur la route jusqu'à ce qu'ils disparaissent après le virage du vieux silo à grains. Mais cet homme a conduit 40 minutes jusqu'à cette maison, s'est assis sur ce canapé pendant plus d'1 heure, m'a regardé dans les yeux et a dit « Je pense que vous trouverez les conditions très raisonnables ». Il savait que je ne l'avais jamais vu auparavant. Il savait que je n'avais pas consenti, et il est resté quand même. Ce soir, il rentre chez lui avec rien. Pas la femme qu'il s'était arrangée pour collecter, pas les 40 000 € de levier sur mon père, pas même sa dignité, parce qu'il avait jeté Gérard sous le bus au moment où les lumières bleues ont frappé l'allée. Moreau était déjà parti. Maintenant Guillaume. Les seules personnes restantes étaient mes parents, 2 policiers et moi. Hollande s'est approché. Mademoiselle Mercier, vous êtes libre de partir quand vous êtes prête. L'ordonnance est en vigueur. Si l'un ou l'autre parent vous contacte ou s'approche à moins de 150 mètres, appelez le 17 immédiatement. Je l'ai remercié, je lui ai serré la main. L'un des officiers, le plus jeune, a murmuré quelque chose à son collègue alors qu'il se dirigeait vers la voiture de patrouille. Je l'ai attrapé de justesse. Première fois que je vois quelque chose comme ça à Valmont. J'ai pris mon sac à main sur la table de la salle à manger, je suis passé devant la nappe blanche, les bougies fondues, les chaises vides. 40 000 €. C'était le chiffre que mes parents avaient mis sur ma vie. Je suis sorti par la porte d'entrée selon mes propres termes. Le trajet de retour a été 45 minutes de silence. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas appelé Manon. Je n'ai pas appelé Sylvie. J'ai juste conduit. Les 2 mains sur le volant. Les phares coupant l'obscurité de la départementale 9 là où les lampadaires s'arrêtent et où il n'y a que vous et les pins. Mes mains tremblaient. Elles n'avaient pas tremblé de toute la soirée. Pas quand papa a bloqué la porte. Pas quand maman a pleuré. Pas quand j'ai sorti les enveloppes. Mais maintenant, seul dans la voiture sans personne pour qui jouer le calme, mon corps a rattrapé le coup. J'ai pensé à ma mère. Pas la femme qui m'avait tendu un piège ce soir. L'autre, celle qui me tressait les cheveux si serrés que ça tenait 3 jours. Qui faisait des gratins de pâte maison quand j'avais la grippe. Qui gardait chacun de mes bulletins scolaires dans une boîte à chaussures sur l'étagère supérieure de son placard. Puis j'ai pensé à cette même femme. Signant un contrat avec mon nom dessus, listant le solde de mon compte bancaire, engageant un officier, choisissant un étranger, bloquant la porte. Ces 2 femmes sont ma mère. C'est la partie que personne ne vous dit. Les gens qui vous blessent le plus ne sont pas des étrangers. Ce sont ceux qui savent exactement où vous êtes tendre parce qu'ils vous ont fait ainsi. Je me suis garé sur ma place à 21h20. J'ai coupé le contact, je suis resté assise dans le noir pendant un moment, écoutant le tic-tac du moteur qui refroidissait et l'aboiement lointain du chien de quelqu'un. Puis je suis entré, j'ai verrouillé la porte, j'ai glissé le long du mur de la cuisine jusqu'au sol, et j'ai pleuré fort et laidement. De la façon dont on ne peut pleurer que quand personne ne regarde et qu'on n'a plus besoin d'être fort. Manon a appelé à 23h. Tu vas bien? Je ne sais pas, mais je suis en sécurité. Je me suis endormi sur le sol de la cuisine cette nuit-là et quand je me suis réveillé samedi matin, mon téléphone affichait 23 appels manqués. Je me suis assise sur le sol de la cuisine avec mon téléphone et j'ai fait défiler 11 appels de maman. Je pouvais tracer son arc émotionnel juste à partir des horodatage à 3 minutes d'intervalle au début. Énergie de colère, puis des écarts plus longs, puis un groupe vers 2h du matin quand la phase de pleurs a dû commencer. 4 de papa. Pas de messages vocaux. Du Gérard classique. Appeler. Attendre. Raccrocher. Répéter. Le silence livré par tranche. 3 de parents à qui je parle à peine.
À la pêche au détail. 2 de tante Sylvie. Je l'ai rappelé en premier. Ça va, ma chérie? Fatigué, mais ça va. Qu'est-ce que tu entends? Sylvie a expiré. C'est partout. Madame Patin l'a dit à son groupe de marche avant le petit déjeuner. À midi, toutes les femmes de Valmont qui possèdent une paire de baskets savaient qu'il y avait une voiture de police dans l'allée de ta maman. Un appel du numéro de Guillaume Delacroix. Pas de message vocal. Puis le numéro était bloqué. Il l'avait supprimé de son côté. 2 numéros que je ne reconnaissais pas. Je n'ai rappelé aucun d'eux sauf celui de Sylvie. Puis mon téléphone a vibré avec un SMS de maman. Long. Le genre de message qu'elle compose comme un mémoire juridique plein de reproches et de culpabilité redirigée. J'ai lu la première ligne. Tu as détruit ton père et moi. Je ne peux pas montrer mon visage. J'espère que tu es satisfaite. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai ajoutée au dossier de preuves sur mon téléphone, je l'ai classé comme Manon me l'avait appris. Date, heure, résumé du contenu. C'était automatique maintenant. 3 ans de pratique. Sylvie m'a dit une dernière chose avant de raccrocher. Ta mère a appelé ta tante Patricia ce matin. Elle lui a dit que tu avais été psychologiquement influencé. C'est l'histoire qu'elle adopte. Je n'étais pas surprise. Isabelle Mercier ne perd pas. Elle réécrit. Mais cette fois, il y avait trop de témoins. Un rapport de police, une ordonnance du tribunal, un aveu enregistré sur mon téléphone. L'histoire était déjà écrite et elle ne tenait pas le stylo. Mais l'appel des services judiciaires est arrivé le mercredi suivant. Une assistante sociale nommée Sandra Durand, professionnelle, chaleureuse, minutieuse. Elle m'a dit qu'ils avaient ouvert une enquête formelle basée sur ma plainte et les documents à l'appui. Mademoiselle Mercier, votre dossier est l'un des plus détaillés que nous ayons reçus. La chronologie, les captures d'écran, les déclarations de témoins corroborantes, tout aide. Elle a demandé si je pouvais fournir le carnet original. Je lui ai dit que j'avais déjà soumis 42 pages photocopiées avec la demande d'ordonnance, mais que je pouvais apporter l'original à son bureau. Ce serait idéal. Elle a expliqué le processus. Entretien avec mes parents, avec les voisins, avec toute personne que j'avais listée comme ayant été témoin du schéma. Gérard et Isabelle seraient contactés par courrier sous 5 jours ouvrables. Que se passe-t-il s'ils ne coopèrent pas, ai-je demandé. Le manque de coopération est noté dans le dossier, mais cela n'arrête pas l'enquête. Manon m'a envoyé une mise à jour le même jour. La citation de Gérard pour séquestration avait été traitée. Un délit formellement enregistré. Pas de peine de prison, mais c'était maintenant dans son casier judiciaire, visible dans toute vérification d'antécédents futurs, toute procédure légale future impliquant la famille. Moreau, l'officier, avait volontairement soumis une déclaration écrite spontanée. Il a tout détaillé. L'email d'Isabelle, le paiement. Le moment où il a réalisé que je n'avais pas consenti, le moment où Gérard a bloqué la porte. Il coopère pleinement, a dit Manon. Il a peur de perdre son accréditation. Et Guillaume Delacroix? Silence. Selon Sylvie, il avait dit à son père que l'affaire était annulée. Pas d'explication, pas de combat. Il a juste tout arrêté. La dette de 40 000 € était toujours là. Gérard devait toujours au Delacroix, mais la monnaie avec laquelle il avait essayé de payer un mois n'était plus sur la table, définitivement. J'ai raccroché avec Sandra Durand et je suis resté assise à ma table de cuisine pendant un long moment, juste à respirer. Le système fonctionnait lentement, imparfaitement, bureaucratiquement, mais il fonctionnait. 2 semaines après le dîner, une lettre est arrivée à mon appartement, pas de mes parents, mais de leur avocat. Une demande formelle d'annuler l'ordonnance de protection, affirmant que j'avais grossièrement exagéré un désaccord familial de routine. Je l'ai transféré à Manon. Elle l'a lu au téléphone sur le ton qu'elle réserve aux choses qui sont à la fois juridiquement faibles et personnellement insultantes. C'est du harcèlement, Chloé, et ça vient juste d'ajouter une autre pièce à ton dossier. 3 jours plus tard, maman a appelé la clinique vétérinaire, a demandé à parler à ma responsable. Le docteur Martin m'en a parlé pendant ma pause déjeuner, son visage prudent et bienveillant. Ta mère a appelé ce matin et elle a dit, et je cite, « Ma fille est émotionnellement instable et on ne devrait pas lui confier de responsabilité. » Mon estomac s'est noué. Le docteur Martin a posé sa main sur mon bras.
Je lui ai dit que tu es l'une des personnes les plus fiables de mon équipe, et je lui ai dit que si elle appelle à nouveau, je documenterai cela comme du harcèlement au travail. Je l'ai remerciée. Je ne pense pas qu'elle savait à quel point cela comptait. Isabelle était à court de levier à tirer. Le club de marche avait discrètement arrêté de l'inviter. Madame Patin faisait un signe poli, mais ne s'attardait pas. À la quincaillerie, les gens qui avaient l'habitude de discuter avec elle de jardinage faisaient la conversation et passaient leur chemin. Valmont est assez petite pour que tout le monde sache, et assez polie pour que personne ne vous le dise en face. Puis Gérard a appelé. Un appel, court. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Sa voix était basse, rauque. Mais tu as quand même bloqué la porte, papa. Silence, puis le clic d'une ligne coupée. Je l'ai dit à Manon ce soir-là autour d'un café alors qu'elle me regardait avec des yeux stables. Il n'est pas désolé pour ce qu'il a fait. Il est désolé que ça n'ait pas marché. Voulait discuter. Je ne pouvais pas. Je me suis demandé 100 fois depuis cette nuit-là, ai-je fait la bonne chose? Appeler la police chez mes parents, porter plainte contre ma propre famille. Il y a des moments, tard le soir habituellement, où je me demande si j'ai été trop dur, si j'aurais dû juste sortir et ne jamais regarder en arrière au lieu d'impliquer la loi. Mais ensuite je me souviens du verrou cliquant, du contrat avec mon nom dessus, du dos de papa contre la porte. Si vous étiez à ma place, auriez-vous appelé? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai renouvelé l'ordonnance de protection pour 6 mois. Puis je me suis assise à ma table de cuisine un dimanche matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un email à tous les deux. Court, clair, pas de colère, pas d'accusation, pas de drame, juste la vérité. Maman, papa, je vous aime. Je veux que vous sachiez que ça n'a pas changé, et je ne pense pas que ça changera un jour. Mais je ne serai pas en contact avec l'un ou l'autre de vous tant que 3 choses ne se seront pas produites. Premièrement, vous complétez un programme de thérapie familiale avec un thérapeute agréé. Deuxièmement, vous reconnaissez à voix haute avec vos propres mots ce qui s'est passé la nuit du 11 octobre. Pas une version, pas une interprétation. Ce qui s'est passé. Troisièmement, vous respectez les limites que j'ai fixées. Pas parce qu'une ordonnance du tribunal l'exige, mais parce que vous choisissez de le faire. Ce n'est pas une punition. C'est ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. J'espère que vous ferez le travail. Mais je comprendrai si vous ne le faites pas, je l'ai lu 2 fois. J'ai cliqué sur envoyer. Maman a répondu dans les 4 heures. Un email de 4 pages simples interlignes. Elle blâmait tante Sylvie de m'avoir empoisonné. Elle blâmait la culture moderne de rendre les filles irrespectueuses. Elle blâmait mon travail, mon appartement, mon indépendance. Elle blâmait tout et tout le monde sauf la femme qui avait signé un contrat de mariage au nom de sa fille adulte. Elle n'a jamais utilisé les mots « je suis désolé ». Papa n'a pas répondu du tout. J'ai lu l'email de maman à moitié. Puis je l'ai archivé. Je ne l'ai pas supprimé. J'en aurais peut-être besoin un jour, mais je ne l'ai pas fini non plus. Il n'y avait rien dans ces 4 pages que je n'ai pas entendu 1000 fois auparavant. Une limite n'est pas un mur. C'est une porte avec une serrure, et la clé est entre leurs mains. Ils doivent juste vouloir la ramasser. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Tante Sylvie et moi avons une nouvelle tradition maintenant. Chaque dimanche matin, nous nous retrouvons dans un café à mi-chemin entre nos 2 villes, un endroit appelé chez Ruby avec des banquettes en vinyle craquelé, un café trop fort et des crêpes énormes. Elle arrive toujours la première. Elle commande toujours mon café avant que je m'assoie. Noir, un sucre. La façon dont elle m'a appris à le boire quand j'avais 16 ans et qu'elle a dit, si tu dois être une femme dans cette famille, tu ferais mieux d'apprendre à aimer les choses un peu amères. Dimanche dernier, elle m'a parlé de son propre mariage. Celui qu'Isabelle appelle toujours l'échec. Elle m'a raconté comment son ex-mari ouvrait son courrier, vérifiait son kilométrage, chronométrait ses courses. Elle m'a raconté comment elle est restée 15 ans parce que sa sœur aînée, ma mère, n'arrêtait pas de lui dire que c'était normal. Je suis parti quand j'avais 43 ans, a dit Sylvie en remuant son café. 15 ans trop tard. J'ai reconnu ce que ta mère te faisait parce que j'ai vécu à l'intérieur d'une version de ça. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai tenu la sienne. Tu es la première personne dans cette famille qui m'a dit que j'avais le droit de dire non. Elle a serré ma main en retour.
Ça m'a pris 15 ans pour apprendre ce mot pour moi-même. Manon est arrivée en retard comme elle le fait toujours, s'est glissée sur la banquette et a commandé un café. Puis elle a sorti son téléphone. L'enquête est finalisée. Le dossier est documenté et archivé. Si quelque chose arrive à l'avenir, une violation de contact, une escalade, ce sera référencé. J'ai hoché la tête, bu mon café. J'ai regardé par la fenêtre le parking où le soleil du matin frappait juste les flaques de la pluie de la nuit dernière. Pour la première fois depuis longtemps, le dimanche ressemblait à un dimanche. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous ayez pitié de moi. Je n'ai pas besoin de ça. Et honnêtement, ça n'aiderait pas. Je vous le dis parce qu'il y a 3 ans, assise dans ma voiture sur un parking avec les mains tremblantes, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ce que je vais vous dire maintenant. Fixer une limite n'est pas une trahison. Se protéger n'est pas de la cruauté. Et garder une trace de ce qui vous arrive, l'écrire, le dater, sauvegarder les captures d'écran n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation. Vous n'en aurez peut-être jamais besoin, mais si c'est le cas, vous serez reconnaissant que ce soit là. Mes parents ne sont pas des monstres. J'ai besoin que vous entendiez ça. Ce sont des gens qui ont grandi à l'intérieur d'un système qui leur a appris que les enfants sont une propriété, que l'obéissance égale l'amour, et que le contrôle égale la sécurité. Je comprends d'où ça vient, mais je peux garder cette compréhension et dire quand même que c'était mal. Les deux choses sont vraies en même temps. Je les aime. Je les aime de ce côté de la limite où je peux respirer, où je peux choisir, où personne ne signe mon nom sans ma permission. Le carnet est toujours dans le tiroir de ma table de chevet. Je ne l'ouvre plus, mais je sais qu'il est là, et il me rappelle chaque jour, je n'étais pas folle. Je n'ai jamais été folle. Je m'appelle Chloé Mercier. J'ai 27 ans. Et un vendredi soir d'octobre, pour la première fois de ma vie, je suis sorti de la maison de mes parents. Pas parce qu'on m'a dit de partir, mais parce que j'ai choisi de partir. C'est la différence. C'est tout.